je crois sincèrement au renouveau. Je crois en la providence et que je veux faire de mes écrits, de mes conférences et surtout de mes livres une photo de mon époque. C'est-à-dire que tout ce que je mets, c'est toujours officiel. Et donc, que les personnes qui liront ça dans 50 ans, 70 ans, puissent lire un bouquin écrit de la manière la plus honnête, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, il n'a pas inventé, tout est sourcé, référencé, voilà comment les choses se faisaient à son époque. Être un témoin, voilà, c'est ce que je veux faire. Mais je sais très bien que c'est pas moi et d'autres qui aura un coup de pouce à Providence. Là, j'y crois. L'Ukraine, alors on parle, donc on est le décembre 2013 déjà. Vous avez les autorités politiques ukrainiennes qui ont refusé de signer l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. En fait, tout simplement parce que l'Ukraine est à l'intersection entre donc, le bloc européen, enfin l'Union européenne, et Moscou, l'Union eurasiatique, lancée fin supranationale, il faut toujours rappeler ce petit mot qui change tout, lancée par Poutine à la fin de l'année 2011, et que l'Ukraine était, le morceau de choix et absolument indispensable d'ailleurs pour la Russie. Si l'Ukraine va du côté de l'Union européenne, c'est terminé pour Moscou. Et d'ailleurs, Brzezinski, dans le Grand Échiquier en 1997, le disait bien que l'Ukraine était l'élément capital. Si ça bascule, la Russie perd, entre guillemets, la notion d'empire, enfin, perd quand même un élément de poids. Et donc actuellement, à l'heure où je parle, l'Ukraine semble vouloir rester, enfin l'autorité politique ukrainienne, semble vouloir rester dans le bloc, enfin sous le giron de moscovite, enfin de Moscou. Il y a des manifestations, évidemment, donc en faveur de l'Union européenne, à Kiev, évidemment manifestations soutenues par, comment dire, tous les partisans, les lobbies en faveur de l'UE. Ils doivent déverser de l'argent par tonnes. Alors là, bon, il y a un rapport de force qui va gagner, mais je rappelle que l'Union européenne et les États-Unis sont toujours très forts pour favoriser des révolutions, peu importe le nom de la fleur, la pâquerette, la tulipe, enfin j'invente, mais pour dire qu'ils sont très forts pour, comment dire, agiter le peuple avant de s'en servir, comme disait Talleyrand. Je rappelle toujours cet élément, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire en conférence, mais je le redis. En 2001, vous aviez en Biélorussie la représentation de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, chargée de la démocratie, les droits de l'homme, enfin tout le baratin. Et à l'époque, Loukachenko, dictateur, bon, il y a quelques défauts, mais en face, ils ne sont pas roses non plus. Loukachenko traitait le représentant de l'OSCE en Biélorussie, donc nous sommes en 2001, un Allemand qui s'appelait Hans Jörg-Wick, le traité d'espion. Voilà. Et les médias occidentaux disaient évidemment que c'était faux et que Loukachenko était un abruti, etc. etc. Bon, ben, Loukachenko, sur ce point-là, avait raison, puisque le patron de l'OSCE en 2001, l'allemand Hans Jörg-Wick, était dans les années 80 le patron du BND, des services secrets allemands. Il suffit d'aller sur le site du BND, à la rubrique Geschichte, et on voit la tête de Hans Jörg-Wick, patron du BND dans les années 80, avec une tête un peu plus jeune. Voilà. Donc ce qui se passe en Ukraine, eh bien, c'est d'avance, en cherchant bien, on trouverait des noms d'associations qui, évidemment, sont parrainés par des groupes en faveur des droits de l'homme, l'épanouissement de la démocratie, enfin, du baratin qui... Voilà. C'est un rapport de force. Là, on assiste à une bagarre entre deux mondes, un peu comme le disait Orwell dans 1984, vous avez trois blocs, Océania, Eurasia et Estasia, qui se tirent dans les pattes, mais pas trop quand même parce que l'opposant est utile. D'ailleurs, dans le bouquin d'Orwell, c'est finalement une multipolarité, un monde multipolaire, mais sur fond d'unipolaire, d'un monde unipolaire, parce que d'ailleurs c'est le monde qu'on voit. Il y a certains qui évoquent, comment dire, la mise en place d'un monde multipolaire face à la volonté des États-Unis d'essayer d'imposer, enfin maintenant ils ont raté, un monde unipolaire, mais en fait non, on est dans un monde faussement multipolaire, avec un fond d'unipolarité,
où Océania et Eurasia et Eurasia se tapent dessus, bah là vous avez l'Union européenne avec en arrière-fond les États-Unis qui tape sur l'Union eurasiatique, qui elle-même tape sur l'Union européenne et les États-Unis. Enfin bref, voilà, ce sont des rapports de force sur un monde unipolaire régi avec les mêmes idées, les mêmes idéaux pour le partage du gâteau. Parce que l'Ukraine, évidemment, serait une part du gâteau importante pour le bloc qui arriverait à garder complètement. Septembre 2014, vous avez un référendum pour ou contre l'indépendance de l'Écosse. Et il y a quelques jours de ça, le patron de ce mouvement en faveur de l'indépendance de l'Écosse, Alex Salmond, a présenté un véritable dossier de 670 pages, avec tous les avantages, toutes les explications pour l'indépendance de l'Écosse, et il a précisé que la livre sterling et la reine d'Angleterre resteraient à la tête de l'Écosse. Voilà, bon, c'est le processus normal, après ça marche ou ça marche pas pour l'indépendance de l'Écosse, mais même si ça échoue en septembre 2014, c'est quand même révélateur d'une évolution qui montre que lorsqu'on est obligé d'organiser un référendum pour l'indépendance d'une région, c'est que vraiment il y a un courant fort. Donc voilà, c'est la décomposition des nations européennes, comme je l'avais écrit pour mon livre, un de mes livres. Après, à quel rythme ça va aller? Comme pour une maladie, hein, il y a des cancers, on sait qu'on va mourir, mais on a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans.